Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cet épisode, plongez dans l'univers et l'histoire moderne du journalisme en France, et plus précisément du journal Le Télégramme, avec le témoignage d'Olivier Clèche. Après des premiers pas en tant que journaliste localier, Olivier devient rapidement responsable de plusieurs rédactions locales. Il rejoint même la nouvelle équipe de direction du journal à seulement 34 ans. L'histoire professionnelle d'Olivier est profondément liée à celle du journal Le Télégramme et de ses grandes transformations. Dans cette première partie, il revient notamment sur les enjeux et le poids associés à cette relation si particulière au Télégramme, les défis qu'il rencontre à la tête d'une rédaction à Morlaix sous les yeux de sa direction, mais aussi de tout son cercle social proche, ou encore certains grands chantiers de modernisation du journal comme la mise en place d'un nouveau système éditorial intégré. C'est parti pour la grande épopée d'Olivier. « 1985, tu as 24 ans. C'est ton premier jour en tant que journaliste au Télégramme. Qui es-tu à ce moment précis ? À ce moment précis, je suis un jeune homme curieux, un peu impétueux, mais pas téméraire, assez fier d'embrasser cette carrière de journaliste, avec beaucoup d'appétit, je dirais, pour tout ce que ce métier promet. Ça, c'était toi à 24 ans. Après cette carrière, comment tu te présentes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'en ai 64. Je suis un retraité, je vais dire comblé, qui est très heureux d'avoir pu faire une carrière professionnelle dans un très beau journal, une très belle entreprise que j'aime. Donc je ne suis pas du tout objectif. J'essaye de l'être, mais c'est aussi une histoire d'amour, je dirais, avec cette entreprise. Quand je prends un peu de recul et que j'essaye de l'évaluer et à l'aune de ce que j'ai vécu, je me dis qu'au-delà de l'histoire d'amour, c'est réellement une belle entreprise conduite par des personnes d'une grande qualité professionnelle et humaine, et que d'avoir pu faire une carrière complète dans une entreprise de ce type-là, c'est un privilège finalement assez rare. Et concernant le journalisme, j'ai pu observer l'évolution de mon métier, toujours avec curiosité, mais aussi en perdant quelques-unes des illusions que j'avais quand j'avais 24 ans. J'ai vu aussi les aspects moins reluisants, je dirais, du métier, qui a peut-être, c'est pas le métier, c'est la corporation des journalistes, qui a peut-être tendance parfois à se donner un peu trop le beau rôle, à manquer, je dirais, de sens autocritique. Et ça m'a plusieurs fois déçu. Non pas que j'étais meilleur que les autres, je sentais finalement mon adhésion à l'esprit de corps, parfois un petit peu écorché par les expériences dont j'étais le témoin ou que j'avais vécues. Donc voilà, mais ça je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers, on part avec beaucoup d'enthousiasme et quelques illusions, et puis le temps se charge de remettre tout ça à des niveaux plus raisonnables. C'est aussi pour ça que ce projet existe, parce que je pense que ce temps long justement permet d'avoir une double lecture, finalement, entre trouver la bonne zone entre les illusions et la réalité. Il y a une zone. Bienvenue Olivier sur Les Grandes Épopées. Merci. Et merci de m'accueillir chez toi. C'est un plaisir. On est sur le port de Dour-du-Fort-Mer. On a beaucoup de chance, on est sur la terrasse. On a une vue sur le port. C'est une très belle journée. Du coup, un super moment pour pouvoir avoir une discussion très libre. Et puis moi, je suis forcément un peu intimidé parce que pour un podcasteur qui démarre, avoir en face un journaliste expérimenté, c'est toujours c'est quelque chose. Donc merci de me donner cette opportunité. On va pouvoir y aller. Pour rappel, pour les auditeurs qui découvrent ce podcast, c'est un podcast où on explore des momentum clés de carrière. On va pas être exhaustif. Ce que je vais chercher à explorer avec Olivier, c'est comment est-ce que toi tu as vécu certains moments clés de ta carrière. Et aujourd'hui, avec le recul, justement, quelle est ta lecture ou ta relecture de ces moments-là. Et puis l'idée, c'est d'essayer d'en extraire quelque chose d'actionnable pour vous, les auditeurs. Donc c'est parti pour la grande épopée d'Olivier.
Merci, moi aussi je suis un peu intimidé parce que le mot épopée est intimidant en soi et j'ai pas le sentiment à ce jour d'avoir forcément été l'acteur d'une épopée. Mais voilà, j'ai peut-être vécu 2, 3 choses dans la vie qui peuvent présenter un peu d'intérêt pour ceux qui se posent quelques questions sur leur carrière professionnelle. Moi, ce que je peux déjà dire en introduction, c'est que tu as un parcours de journaliste, on va dire pas seulement de journaliste. En fait, tu as un parcours de personne qui a vécu dans le secteur du journalisme, avec justement des rôles très très différents tout au long de ta carrière. On va les aborder là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve que ton témoignage, il est intéressant au-delà du journalisme. C'est qu'il y a aussi toute la partie de l'écosystème finalement du journalisme. Donc on va tout de suite replonger dans la base. On est en 1985. Est-ce que tu peux introduire déjà ce métier et peut-être qu'est-ce qui fait que d'ailleurs tu te retrouves en 85 journaliste au Télégramme? Je ne sais pas si il y avait une forme de prédestination. Moi, je suis tombé non seulement dans le métier, mais dans cette entreprise-là, bébé. Enfin, je dirais, je suis presque né. Le siège du Télégramme est à 100 mètres à peu près à vol d'oiseau de la maison familiale. J'ai été bercé toute mon enfance par ce que me racontait mon père, lui-même journaliste au Télégramme depuis le début des années 50. Et tout ça a certainement fait son chemin dans ma tête. Je raconte souvent que les soirs d'été un peu chaud, où on s'endort, la fenêtre de la chambre ouverte, à 23 heures, j'entendais le démarrage des rotatifs depuis ma chambre et ça berçait mon premier sommeil. Tout ça, c'est peut-être pas totalement indifférent. Mon père m'a jamais incité ni à faire ce métier, ni a fortiori à intégrer cette entreprise. Il m'en a même presque un peu dissuadé, pour des raisons qui lui appartiennent, donc, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, parce qu'il lui aussi a eu une carrière plutôt heureuse. Toujours est-il qu'après mes études de droit, comme beaucoup, je n'avais pas une idée très très claire de ce que je voulais faire, mais cette envie, cet appel un peu du métier s'est concrétisé, s'est renforcé. J'ai eu l'opportunité de faire des petits remplacements de vacances comme beaucoup d'étudiants, hein, c'est très courant. Et de goûter donc à ce métier-là par la petite porte à quelques reprises au cours de mes années d'études. Et puis au moment où le choix, c'est après le service militaire qui existait encore, est arrivé quand même de se lancer dans la vie professionnelle, ben j'ai souhaité essayer d'intégrer le journal. Et donc j'ai saisi l'opportunité d'un premier remplacement d'une consoeur qui attendait un enfant pendant quelques mois. Et puis le CDD s'est transformé en CDI, quoi. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette entreprise dont j'avais parcouru les couloirs quand j'étais encore un gamin de 5-6 ans. Quand j'allais apporter ses lunettes à mon père parce qu'il les avait oubliées à la maison, ou son fume-cigarette parce qu'il fumait des cigarettes. Et à chaque fois que j'y allais, ben, moi-même, j'en profitais pour aller me balader dans la boîte, parce qu'à l'époque, c'était un peu moins organisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne rentre pas les entreprises comme ça. À l'époque, c'était un peu moins formel. Ou alors, c'est mon père qui en profitait pour venir me montrer les machines, les rotatives, les ateliers. Et j'étais complètement fasciné par cet univers qui était encore très industriel, où la partie usine était encore extrêmement présente, avec des hommes qui parlaient fort, qui portaient une blouse grise, qui maniaient des outils assez fascinants, des grandes machines, les linotypes. Et alors la rotative, quand elle se mettait en route le soir, on avait l'impression d'être un peu dans un mélange entre les temps modernes et la bête humaine. Une machine bruyante, très impressionnante, et donc sortait un journal. Et déjà à l'époque, ça m'a marqué. Je trouvais totalement extraordinaire cette idée d'un recommencement quotidien, où on remet tous les compteurs à zéro, et où après des heures de travail, des gens qui s'agitent, des bruits mécaniques assourdissants, il y a un journal qui sort de la machine. Ce journal-là va être lu dans les foyers le matin au petit déjeuner, va faire l'objet de discussions dans les bistrots, et va finalement rythmer l'actualité de la journée dans la localité où on est. C'est, je crois, ce qui a un peu constitué cet appel et cette envie de prendre ma part à l'aventure, quoi. On comprend très très bien d'où ça vient. En tout cas, on a presque envie d'avoir cette chance encore aujourd'hui de vivre ça. Je ne sais pas si c'est encore possible de démarrer dans le journalisme de cette manière aujourd'hui en 2025. Je pense qu'en presse régionale, plus facilement que dans les médias nationaux, je pense que c'est encore possible. Il y a encore un certain nombre de jeunes journalistes que j'ai pu croiser à la fin de ma carrière
qui avait débuté comme stagiaire, peut-être correspondant local, puis ensuite remplaçant dans une rédaction, qui ont fait leurs armes sur le terrain, comme localiers, ce qui reste selon moi la meilleure école qu'on puisse imaginer dans le métier, et qui, à la faveur d'un départ à la retraite ou d'un besoin d'effectifs, deviennent professionnels. Ça s'est un petit peu réduit au fur et à mesure que les écoles se développaient aussi, et peut-être que les normes attendues par l'entreprise en matière de recrutement se structuraient. Il y a un certain nombre d'attendus, je dirais, précoces pour une jeune recrue, qui étaient peut-être moins exigeantes avant, où on se forgeait sur le tas, quoi, on se formait sur le tas. Ça reste possible, mais c'est vrai que c'est la perspective de faire 40 ans de carrière dans le même journal, ça devient peut-être un peu moins fréquent. Ok. Et si on revient du coup à cette journée type, je sais pas si elle existe d'ailleurs, mais le localier, comment ça se passe? C'était quoi en fait ta réalité où tu démarres? Alors, comme disait l'autre, je vous parle d'un temps où il n'existait pas d'ordinateur, où il n'existait pas Internet, où il n'existait pas de téléphone mobile. Et ce sont quand même 3 différences majeures. La journée type du localier, c'était la lecture du journal et de son concurrent. J'ai presque envie de dire même dans le sens inverse, du concurrent d'abord et du télégramme ensuite. Pourquoi? Pour savoir ce qu'on avait raté ou pas La veille. la veille. Hmm. Ou la veille en début de nuit, quoi. C'était ce qui donnait l'impulsion de la journée. Si on avait pris ce qu'on appelle un ratage dans notre jargon de la part du concurrent, la journée démarrait mal. Alors au pire, on se prenait une remontée de bretelles du chef de rédaction, et puis on avait une petite blessure d'amour-propre. Ça, c'était la base. Après, dans les incontournables de la journée du localier, il y a ce qu'on appelait la tournée. La tournée, ça consiste à, soit par téléphone, soit physiquement, et souvent physiquement, à aller faire le tour du commissariat, de la gendarmerie, des pompiers, et de tout ce qui structure un petit peu la vie de la ville ou de la collectivité où l'on est. Moi, j'ai fait mes premiers pas à Lorient, qui est une ville très attachante et qui a un grand port de pêche. Et donc, dans la tournée, il y avait aussi passé par le bureau de la criée pour savoir quelles étaient les quantités qui avaient été débarquées, quels étaient les cours des principales espèces de poissons. Et puis, parfois, il y avait un événement marquant. Il y avait un bateau qui avait ramené un thon de 800 kilos. Ça créait l'événement. On voyait la bête, on prenait la photo. Voilà, ou bien il avait dragué une mine de la Deuxième Guerre mondiale dans ses filets, et puis ça mettait en branle tous les services de déminage, et ça créait l'émotion sur le port. Bref, il y avait toujours quelque chose en fait qui se passait. Et cette tournée-là, on la faisait généralement le matin et le soir, et c'est là qu'on allait glaner toutes les petits faits divers, toutes les petites infos qu'on ne trouve que dans le journal, ou qu'on ne trouvait que dans le journal. Et là, on est dans ce qui fait l'essence même de l'information locale. C'est-à-dire ce dont on va parler au bistrot le lendemain, quoi. Très clair. Voilà, ce qui va faire le sujet de conversation du lendemain. Dis donc, t'as vu dans le journal. Pour moi, c'est l'essence même de notre métier, je dirais dans son grain le plus fin. Alors, c'est pas de la très grande actualité internationale, c'est pas de la très grande politique, mais c'est souvent cette actualité-là qui permet de déceler les signaux faibles de ce qui va ensuite va faire une actualité parfois de retentissement national, et de ce qui va vraiment avoir un impact sur la vie de chacun de nous. Oui, comprendre les tendances de fond, en fait. Les tendances de fond. Mon attachement à l'information de proximité vient de là, parce que j'ai très vite ressenti que le pouls d'une région, d'une ville, même d'une petite localité rurale, passait par les pages du journal. Et ça a été, je dirais, un peu un axe et un guide dans les projets que j'ai pu mener après. C'est toujours resté extrêmement structurant dans ma pensée. Très clair. C'est important pour effectivement poser le cadre pour nos auditeurs par rapport à tous les choix que tu prendras par la suite. Merci d'avoir posé le cadre. Maintenant, j'ai envie de rentrer sur un sujet. Tu as parlé de ton père, qui était lui aussi journaliste au Télégramme. Comment est-ce qu'on gère le fait d'arriver dans une organisation où on est le fils d'eux au départ, et comment toi tu réussis à t'émanciper peut-être de cette image? Comment est-ce que tu poses ta patte? Au début, c'était pas quelque chose qui me préoccupait, et je dirais c'était même un impensé, parce que mon père était au Télégramme. C'est un homme assez discret. Il se trouve qu'il a fini sa carrière. À l'époque, il n'y avait pas de rédaction en chef. Il était secrétaire général de la rédaction. C'était une sorte de collège
de secrétaires généraux qui pilotaient la rédaction. J'ai pas souvenir qu'il ait fait un geste ou dit une parole pour me faciliter mon parcours ou pour imposer quoi que ce soit. Donc, quelque part, ça me mettait assez à l'aise, quoi. Après, c'était pas non plus un homme, je dirais, qui était très... qui extériorisait beaucoup et qui était très flamboyant. Donc, je n'arrivais pas dans l'ombre d'un personnage écrasant. Ok. Voilà, c'était pas son tempérament. Mais je me suis rendu compte que dans le regard des autres, parfois, ça pouvait avoir de l'importance. Et je l'ai ressenti notamment quand j'ai eu la chance qu'on me propose mes premières responsabilités. J'étais encore jeune, hein, j'avais 28-29 ans, c'était 5 ans après mon arrivée, où on m'a proposé de devenir responsable de la rédaction locale de Morlaix, au Télégramme. Et là, ben oui, j'ai vu dans des regards, dans plein de petits signaux très, comment dire, subliminaux, que il fallait que je prouve que j'avais pas été simplement un pistonné, quoi. Et voir si j'avais quelque chose dans le ventre, si j'étais capable d'imposer un petit peu ma patte. Bon, voilà, j'ai essayé de le faire sans y penser, en fait. Je me suis parfois fait un peu violence pour pour imprimer justement ma patte. J'ai toujours été extrêmement attentif à pas déroger à certains principes. Et donc l'exemplarité, en fait. Essayer en tout cas, oui, de rester, oui, un peu exemplaire. Enfin, en tout cas, de ne pas contredire les principes que mon père précisément m'avait inculqués, et ma mère, qui relevaient de mon éducation, et de me montrer à la hauteur un petit peu de ce que mon père aurait peut-être attendu de moi. Sachant que j'ai pas souvenir qu'il ait interféré une seule fois avec mon travail. Je sais qu'il lisait mes papiers. 2-3 fois, il m'a fait des petites remarques, bon, généralement qui étaient plutôt positives. Parfois des petites critiques, mais vraiment très, très, très bienveillantes. Mais je crois que lui s'imposait aussi un devoir de réserve et de non-ingérence, et je lui en suis reconnaissant parce que c'est pas si facile, de manière à justement ne pas venir alourdir le poids de l'héritage, quoi. Et au bout de combien de temps tu t'émancipes totalement de ce potentiel poids d'ailleurs qui a pas l'air d'être si fort que ça pour toi? De la présence de mon père dans l'entreprise, je veux dire que je m'en suis émancipé très très vite. Il est parti à la retraite à peine 2 ans après mon entrée, donc on s'est croisés, quoi. C'était pas ça le sujet finalement. C'était pas cette idée d'héritage ou de la statue du commandeur. C'était ce lien viscéral, affectif, très puissant que moi-même j'avais développé avec cette entreprise, et ça, je crois que je m'en suis jamais détaché. Et je sais que ça a pesé à certains moments. Ça m'a pesé de devoir assumer cette dimension-là de mon implication dans l'entreprise, en plus de l'implication normale que doit avoir un cadre, et puis ensuite un cadre sup dans la vie de sa boîte. C'est évident que quand on prend des responsabilités, on nourrit pas tout à fait les mêmes liens que quand on est un exécutant, et finalement on se dit, si cette entreprise me plaît plus, j'irai voir ailleurs. Et là, je crois que jusqu'à mon dernier jour, et peut-être encore maintenant, dans mes souvenirs, et dans l'attachement que je conserve pour cette entreprise, il y a toute cette part-là qui remonte effectivement à l'enfance et au début de ma vie. C'est pour ça que j'ai évoqué cette sorte d'histoire d'amour, qui est aussi une histoire de famille, parce qu'on s'en sépare jamais. J'espère que ça n'a pas trop obscurci mon jugement dans les différentes fonctions que j'ai occupées. Mais il est possible. Je sais qu'en tout cas, parfois, j'ai dû lutter un peu pour être sûr de faire la part des choses. Pour être sûr de... Tu penses à un épisode en particulier ou c'est plus en toile de fond? Non, je pense à des moments de la carrière. Alors là, j'en extrairai peut-être pas un moment précis, mais des moments de la carrière où on doute un peu de soi-même. Voilà. Où on doute de ses capacités, où on doute de pas forcément de ses compétences, mais de sa capacité globale à rester dans le coup, c'est-à-dire à bien identifier les enjeux, à avoir la bonne vision au bon moment et à avoir la vision qu'attend l'entreprise, c'est-à-dire de ne pas décevoir, donc à apprendre ou à orienter la direction vers des bonnes décisions et pas de la risquer de la fourvoyer. C'est ça aussi la responsabilité d'un cadre, c'est pas forcément de décider, mais c'est en tout cas de donner les bons éléments de décision.
Et comme je pense toute personne qui a vécu ça, je situerais ça peut-être aux alentours de la 40-45aine d'années. Je me suis posé des questions sur moi-même. Et je me suis aussi, à un moment, ça m'a effleuré de me dire, est-ce que c'est pas le moment où il faut finalement peut-être aller changer d'horizon, changer avoir le courage de quitter cette entreprise pour vivre autre chose? Et là, j'ai senti la puissance des liens qui m'attachaient au télégramme, qui me retenaient quelque part. Et ça n'a pas été simple de surmonter ça et d'avoir une approche lucide de ma situation par rapport à l'entreprise. De me dire, est-ce que j'accepte finalement tous ces liens qui me retiennent parce qu'ils sont constitutifs de mon histoire et de mon histoire professionnelle? Ou bien est-ce que je vais je vais me résigner finalement ou me résigner à ces liens-là qui vont peut-être être les chaînes de mes boulets? C'est un débat intérieur que je me souviens avoir eu à plusieurs reprises. Et au final, je crois avoir accepté ces liens, mais de façon plutôt heureuse. Ça n'a pas été en tout cas un renoncement en me disant oula, finalement, le Télégramme c'est une bonne maison, j'y suis pas trop mal placé, je peux avoir une fin de carrière paisible, n'allons pas lâcher la proie pour l'ombre, quoi. Je crois pas sincèrement avoir cédé à ça. Par rapport en tout cas à ce qu'on voit que tu as fait, la trajectoire ne décrit pas ça en tout cas. Non, je crois pas. Mais c'est vrai que ça ne s'est pas non plus fait d'une manière toujours légère. Voilà. Ça ne s'est pas fait dans l'insouciance la plus totale. Je pense que c'est important de le dire aux auditeurs parce qu'effectivement, quand on fait ce choix-là, en fait, il faut savoir que faut assumer d'une certaine manière ce poids, en fait, parce que là, pour le coup, c'est un réel poids. C'est-à-dire qu'il faut avoir ça en tête dans sa manière de réfléchir, dans le moment où ça se passe pas forcément aussi bien, où on doute, il faut l'avoir en tête et qu'en fait, il faut vivre avec. Il faut vivre avec et le prendre pour toute la richesse que ça représente. Et c'est une richesse dont maintenant je mesure le côté précieux. Et j'en retire une forme à la fois de satisfaction, mais aussi de fierté intime, quoi, si je peux dire. Mais c'est un poids. Et ce poids-là, il faut le porter. Accepter de le porter. Très clair. J'avais une autre question. Je ne sais pas si c'est une autre forme de poids, mais en tout cas, quand tu démarres justement chef de la rédaction locale à Morlaix, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est comment est-ce qu'on gère le fait finalement d'être chef d'une rédaction dans un lieu où on vit. Et donc, comment est-ce qu'on gère le regard des autres? Comment est-ce qu'on gère l'impact Parce que le fait de parler de quelque chose, de ne pas en parler, ça a un impact. Plus ou moins fort, ça peut être énorme. Tu le disais en préambule, c'est la vie de la localité. Tout le monde lit le journal. Donc, comment est-ce que tu vis ça? Alors, oui, ça c'est vrai que c'est très particulier. Alors, en préambule, oui, il faut rappeler que à Morlaix, qui est ma ville natale, dans le Finistère, le télégramme et le mot quotidien d'information, c'est un synonyme. On ne dit pas d'ailleurs, tiens, je vais chercher le télégramme, on va chercher le journal. Ouais. Bon. Donc, ce qui est écrit dans le télégramme, ça a un impact incroyable parce qu'il y a un taux de pénétration sur le territoire de l'édition de Morlaix qui doit osciller entre 80 et 92%, quoi, enfin, à vue de nez, à l'époque en tout cas. Donc, c'était une lourde responsabilité. Et c'est ma ville natale, c'est la ville où j'ai été élève, collégien, lycéen, jusqu'à ce que je parte faire mes études à Rennes, donc jusqu'à mes 18 ans ou 17 ans. Et je me retrouve là, moi, à la tête d'une petite agence donc de 4 journalistes, où on essaye de faire vivre l'actualité locale de manière la plus dynamique possible, quoi. Donc on gratte tous les petites histoires, les petits faits divers, les entreprises qui s'ouvrent, celles qui ferment, les faits divers dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est compliqué, parce que le matin, on croise, en allant au travail, ou en allant prendre son petit café dans le bistrot à côté, on croise la personne dont on a peut-être cité le nom dans un article le matin même, quoi. Et on est à portée d'engueulade, hein. C'est ce que l'on dit aussi des maires. On est vraiment dans l'hyper-proximité. Je pense qu'on dit même à portée de baffe. Et parfois à portée de baffe. Il y a eu, j'ai souvenir de quelques épisodes où j'ai failli en recevoir, parce que les gens n'étaient pas contents de ce qu'on avait écrit. Et comme on était là, oui, les explications étaient parfois un peu houleuses. Et donc, ça amenait parfois à déplaire à des gens qu'on connaissait de longue date et qui vous avaient connu parfois en culotte courte.
Ça amenait à devoir résister ou dire non à des personnes qui, parce qu'ils vous connaissaient de longue date et que vous avez en sympathie, essayaient un peu, je dirais, de vous circonvenir, gentiment, hein, sur des petites choses. C'est pas de la corruption, c'est pas non plus des choses gravissimes. Sauf que je me rendais bien compte que, étant né là, ayant ce réseau, si je me laissais aller, ne serait-ce qu'une fois, c'était un engrenage sans fin. Parce que comment dire non la fois suivante, ou oui peut-être à quelqu'un alors qu'on avait dit oui tout à fait la première. Bon, bref. Ouais, donc il y avait une forme de rigueur qu'il fallait, enfin un cadre qu'il fallait poser. Immédiatement. Voilà. Ça, tu l'as réalisé de toute façon Très premier tôt. jour, ouais, quasiment. Ouais. Et alors, avec l'impétuosité de ma jeunesse, ça m'a sans doute amené parfois à être un peu trop raide et à dire non, oui à des choses auxquelles j'aurais pu apporter un peu de nuance. Mais je me le suis imposé parce que je me suis dit, autrement, ça va être l'enfer. Parce qu'un jour, ça va être quelqu'un qui a bien connu mes parents qui va venir me voir en disant, ou un autre qui a été peut-être mon professeur à l'école et qui va. Voilà. Donc tu as réussi à couper court à ça et ça a marché, c'est-à-dire vraiment tu avais cette réputation. Réputation, je sais pas, mais en tout cas, j'ai réussi à pas me faire emberlificoter dans ces problèmes-là. Okay. Pendant les 3 années et demie ou 4 années que j'ai passées dans cette agence, qui est très particulière aussi parce que c'est l'agence centrale de l'édition que tous les collaborateurs du journal lisaient le matin, et y compris le patron. Ah oui, donc, la moindre bêtise, la moindre inexactitude ou la moindre erreur que l'on commettait dans cette édition-là avait un effet amplifié que n'avait pas une erreur équivalente dans l'édition de Vannes, de Saint-Brieuc, enfin Vannes n'existait pas à l'époque, mais de Saint-Brieuc, de Lorient ou de Quimper, parce qu'elle était sous la loupe du comité de direction, de tous les cadres de la rédaction et de tous les confrères. Donc ça obligeait aussi à faire preuve d'un niveau de vigilance et d'anticipation un peu surdéveloppé. Voilà. Sans pour autant tomber dans l'autocensure, parce qu'il n'était pas question non plus de faire un journal complètement tiédasse où on était gentil avec tout le monde et copain avec tout le monde. Donc voilà, c'était un exercice, on va dire, d'équilibrisme. Et ça a forgé en fait ta manière de d'écrire aussi. Oui, j'ai énormément appris. Alors j'ai fait des erreurs, hein. Parfois j'étais un petit peu... J'avais un peu la main lourde pour essayer justement d'imprimer ma marque, comme je disais, et de marquer mon indépendance. Et puis parfois j'étais obligé de faire un peu marche arrière. Bon, c'était des ajustements permanents. Mais si on prend la globalité, ça m'a appris à essayer d'avoir une approche un peu distanciée aussi de l'exercice et à comprendre que entre être une espèce de chevalier blanc pur et dur et incorruptible jusqu'à la moelle des os et être une espèce d'être un peu connivant, un petit peu sinueux, je dirais, qui essaye d'arranger ses bidons le matin et ceux des copains pour pas être embêté et pour surtout ne pas avoir d'ennui, il y a une voie médiane. Elle n'est pas totalement droite, il faut essayer qu'elle soit la moins tordue possible. Ça a été assez riche d'enseignements, surtout que j'étais encore assez jeune, j'avais 28-29 ans, bon, j'avais encore une culture professionnelle à construire, quoi. Mais d'ailleurs, ça fait une bonne transition avec le coup d'après, parce qu'en fait, donc là, tu es à Morlaix au cœur du réacteur. Et puis là, je ne sais pas si c'est toi qui décides d'y aller, mais en tout cas, où on t'envoie, mais tu es à Saint-Brieuc. Oui. À l'étape d'après. Et donc là, c'est une autre histoire, parce que dans le contexte, en fait, c'est une position d'outsider. C'est une ville dans laquelle, là, pour le coup, il n'y a pas 90% de taux de pénétration. Non. Et donc, il y a toute la réflexion de comment est-ce qu'on joue ce rôle d'outsider, comment est-ce qu'on gagne des parts de marché, je ne sais pas si on va en appeler ça des parts de marché, en tout cas, gagner de l'espace, quoi, vis-à-vis du grand concurrent qu'on peut citer, Ouest France. Ouest France, oui, qui est le grand journal et le concurrent historique du Télégramme, et qui l'est toujours. Oui, effectivement, c'est autre chose de très différent. Il y a évidemment une continuité dans la manière d'agir et de faire son métier, mais il y a une nécessité de marquer encore plus fortement sa singularité et son territoire. C'est un exercice d'autant plus compliqué que je prenais la suite d'un confrère qui a une personnalité extrêmement forte, personnalité charismatique. Il s'agit de René Pérez, qui écrit encore une chronique hebdomadaire dans le Télégramme.
On salue s'il nous écoute. Voilà, que je salue et que avec lequel j'ai toujours une relation extrêmement amicale et de respect. Et René avait réussi par son côté très impétueux et son talent d'écriture à donner au Télégramme à Saint-Brieuc, alors qu'on était encore dans une position vraiment très minoritaire, à lui donner un retentissement supérieur à sa pénétration et à ses parts de marché. Parce qu'il créait l'événement. Il faisait des papiers qui étaient à la fois bien informés, drôles, percutants, et succéder à un personnage comme ça, c'est pas une masse à faire. Donc moi, je suis plutôt d'un naturel assez réservé. Enfin, je suis pas quelqu'un de très... Alors ça a été quoi ton approche? Parce qu'on arrive dans ce contexte-là, bon là les éléments sont posés, on se dit wow, Ouais. là il va falloir... J'arrivais dans une ville que je connaissais pas en plus, donc j'étais vierge de tout a priori, de tout préjugé. Mais sans réseau aussi du coup. Sans réseau. Alors René m'a aidé, hein, il m'a introduit auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs importants, mais malgré tout, lui était appelé à d'autres fonctions, donc il ne pouvait pas non plus me chapeauder pendant très longtemps. Il a fallu se lancer dans le grand bain. En fait, ça aussi, ça a été un enseignement. Un deuxième enseignement, c'est qu'il faut rester soi-même. Il ne faut pas essayer de se faire autre chose que ce que l'on est. Moi, je n'étais pas un gars à shooter dans les boîtes, à bousculer le paysage, ni à faire de grandes démonstrations. Donc, j'ai essayé de continuer à être comme j'étais, mais à gagner la confiance de l'équipe. Voilà, en étant à leur écoute, en essayant de pas non plus arriver avec le côté un peu arrogant de celui qui a été nommé chef, quoi. Et je crois que ça a atteint son objectif, c'est-à-dire l'équipe m'a accepté. J'ai essayé de leur montrer aussi que j'étais capable. Parce que pour bien comprendre, en fait, toi à ce moment-là, tu es quand même encore toujours, entre guillemets, jeune dans cette rédaction. Cette rédaction, c'est des personnes plus expérimentées ou plutôt de ta génération? Pour me rendre compte aussi des personnes que tu... Non, la personne qui est à l'époque mon adjoint, qui s'appelle Patrick Lenaine et que je salue aussi parce que ça a été aussi j'ai énormément appris à son contact et pour moi c'est un homme qui est un archétype du localier. C'est vraiment le journaliste de proximité par excellence. Et il m'a énormément appris. Patrick était un peu plus âgé que moi, il était plus expérimenté que moi. Un autre journaliste encore dans l'équipe qui n'était pas très grand, on était 4 et puis après on est devenu 5 journalistes qui avaient au moins autant, voire un peu plus de bouteilles que moi. Donc ils étaient en droit de m'attendre un peu au tournant aussi, de voir ce que j'étais capable moi d'impulser pour légitimer mon autorité sur eux, quoi. Et alors Ils ont été d'abord d'une très grande loyauté. Ils n'ont rien fait pour me compliquer la tâche. J'ai essayé de leur rendre ça, quoi, d'être à la hauteur de leurs attentes. Et franchement, ça s'est très, très, très bien passé. Et je leur en sais gré parce que ça peut vite empoisonner la vie aussi. Voilà. Et peut-être pour illustrer ça, est-ce que tu as un exemple, tu as fait quelque chose d'intentionnel justement pour créer cette relation de confiance éventuellement? J'en ai un très, très modeste, mais qui illustre un peu cet état d'esprit. C'est que quelques semaines après mon arrivée, mon adjoint, Patrick, m'avait apporté une info. Il m'avait dit, tiens, cadeau, j'ai appris que c'était une info qui concernait la possible installation à Saint-Brieuc d'une sorte de service ministériel qui générerait des emplois et qui était plutôt une bonne information, quoi. D'accord. Patrick l'avait su par une source bien informée et c'était une info qu'on espérait bien avoir sans que Ouest France en ait eu vent. Et il m'apporte ça donc au milieu d'après-midi ou en deuxième partie d'après-midi en me disant je te laisse creuser. Et donc on a travaillé à 4 mains pendant la deuxième partie de la journée pour essayer de confirmer cette info, ce que l'on a fait. Et j'ai écrit le papier et visiblement il semblait s'attendre à ce que je m'approprie l'information, à ce que je signe le papier de mon nom exclusivement. Et à sa grande surprise, je l'ai co-signé de nos deux noms. Ce qui moi me semblait être une démarche assez naturelle. Enfin, je veux dire, je me suis pas pris la tête longtemps pour me décider à faire ça. Mais j'ai demandé au secrétaire d'édition, donc qui mettait en page le papier, à ce qu'il s'assure bien que c'était Olivier Clèche et Patrick Lenaine, les deux co-signataires. Et le lendemain, effectivement, on avait l'exclusivité, donc on était... Déjà, le coup est réussi. Le coup réussi, on était content à la rédaction. On se dit, bon, un but contre Ouest France. Et Patrick... qui prouve aussi les qualités du personnage, a quand même éprouvé le besoin de venir dans mon bureau et me dire écoute, je suis très sensible au fait que tu aies signé le papier, merci. Et il me disait c'est
c'est pas si évident, tous ne le font pas et j'ai senti à son ton et à la tonalité générale, je dirais, de l'ambiance de la rédaction les jours et les semaines qui ont suivi, que sans forcément le prévoir, j'avais marqué un point parce qu'ils se sont dit: «Bon, bah, voilà, on peut lui faire confiance, quoi». Donc au final, c'est pas forcément un acte intentionnel, mais on revient à être soi, en fait. Pour toi, ça te paraissait évident. C'est juste qu'à posteriori, tu as réalisé que ce moment-là Ouais. a créé quelque chose Ça a créé quelque chose. dans la confiance Ouais. entre... Un lien de ces gens. confiance et qui dépassait le strict exercice éditorial, mais qui était dire, ce type-là va pas nous utiliser par ambition ou par carriérisme, pour se faire mousser et nous laisser nous dans la pénombre. Voilà. Et bon, bah, ça a été, puisque j'en parle, c'est que ça m'a marqué finalement. Bien sûr. Et donc, j'en ai tiré aussi une leçon pour la suite, quoi. Bah, merci d'avoir illustré et d'avoir répondu à ma question. Je pense que c'est important aussi qu'on se rende compte en fait de situations très concrètes, parce que parfois c'est quand on connaît pas en plus le secteur, ça peut être plus difficile. Là, je fais un petit saut dans le temps peut-être. 95, tu as 34 ans. Et donc là, il y a quand même un moment fort de ta carrière où tu rejoins l'équipe d'Édouard Coudurier, qui est en fait l'équipe de direction du Télégramme. Ce que tu avais comme rôle, c'était l'animation des rédactions extérieures et des correspondants locaux. Tout à fait. Bon, peut-être en une phrase, expliquer cette mission-là et peut-être le contexte aussi, parce qu'on n'a pas encore donné de chiffres sur le nombre d'écoutes, le nombre de personnes que ça représente. Peut-être que ça peut être le moment où tu donnes quelques chiffres pour situer. Alors, très rapidement, à l'époque, donc on est en 95, le Télégramme, c'est un des 2 quotidiens donc importants de l'Ouest. On représente en gros 195-200 000 acheteurs, journaux vendus chaque jour, avec un taux de prise en main de 3,5. Ça veut dire qu'on est entre 500 et 650-700 000 lecteurs quotidiens. Donc ça commence à compter. La rédaction, elle est de l'ordre de 200 journalistes, dont 100-120 qui sont répartis sur une petite vingtaine d'agences sur le territoire breton. Et on a, pour nous plonger au plus profond du territoire, on a un contingent de l'ordre de 5 à 600 correspondants locaux et sportifs, qui ne sont pas journalistes, eux, qui sont des collaborateurs indépendants, mais qui nous fournissent au quotidien toutes les micro-informations locales, qu'elles soient sportives ou autres, ou associatives, sur la vie de leur commune. Donc un correspondant local, en moyenne, il a 1 à 3 communes qui lui sont allouées, qu'il sillonne tous les jours, et il nous remonte les avis d'ouverture de la mairie, de la piscine, que sais-je, de la médiathèque, s'il y en a, les petites infos locales, le compte rendu de conseil municipal, les résultats du club de foot du coin, etc. Et ce sont ces correspondants qui, quoique n'étant pas journalistes, sont les premières antennes, je dirais, de la rédaction au plus près du territoire. Ils ne sont pas forcément excessivement bien payés. Comme ils sont indépendants, souvent ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas tous de grands talents d'écriture, et donc il y a un gros travail derrière pour engranger cette matière première et la structurer, la mettre en forme et la rendre publiable. Voilà, qu'il s'agisse des textes ou des photos. Comme tu le disais en introduction, on est en 95 à un moment un peu charnière où la direction de l'entreprise change. Jean-Pierre Couturier, donc, qui menait les décidés du Télégramme depuis le tout début des années 60, prépare sa succession, et Édouard, l'un de ses fils, qui est appelé donc à lui succéder, devient directeur général. Il a déjà depuis quelques années commencé à faire ses classes auprès de son père, comme secrétaire général, puis directeur général adjoint de la rédaction. Et là, on arrive au moment de bascule où vraiment il va prendre opérationnellement la direction de l'entreprise. Très clair. Et je pense que j'ai la chance d'être dans la bonne tranche d'âge, si je puis dire, au bon endroit, au bon moment. Ça arrive. Jean-Pierre, donc, laisse aussi à Édouard le soin de se constituer un peu son équipe. Édouard me connaît de longue date. On a une relation qu'on peut qualifier d'amicale, qui n'est pas forcément extrêmement étroite, mais on a été un peu sur les bancs d'école, du lycée et de la fac surtout ensemble. On se connaît bien. Et Édouard, donc, me propose à ce moment-là de revenir au siège du journal pour prendre ses fonctions de direction des rédactions extérieures. Voilà. Je pense qu'il perçoit aussi la nécessité d'avoir une animation de ces rédactions confiée à quelqu'un qui vient du terrain,
qui sont aussi d'une jeune génération, qui est donc un autre type de relationnel et qui a peut-être une autre vision un peu de ce que doit être le tissu des agences et la relation qu'elles ont avec le siège. Et ils me confient ce chantier-là, donc que je vais occuper pendant 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'en mi-98 à peu près, avant d'être appelé à d'autres projets. Sur cet épisode-là, je vais m'arrêter juste quelques secondes dessus parce qu'il est important aussi pour la suite. Tu en as déjà parlé dans la discussion, c'est que finalement, c'est le nerf de la guerre, c'est la proximité, c'est l'information. Donc en fait, on revient, enfin c'est quand même logique dans la continuité des convictions. Donc Tout en à fait, fait. voilà. Ça va les renforcer. Ok. Et en plus, tu es au contact du coup d'une population un peu particulière, les correspondants, qui sont à la fois dedans et dehors. Enfin, c'est assez. Et donc, c'est une population qu'il faut savoir gérer. Donc, Ouais. c'est quoi le contexte déjà social dans lequel tu arrives? Est-ce qu'il y a des chantiers un peu phares que tu as menés pendant ces 2-3 ans pour se rendre compte en fait d'où on part? Parce que un peu plus tard dans l'entretien, on va parler de ça. Oui, alors c'est plus une phase, je dirais, de préparation qui va me permettre parce que moi j'ai eu mes expériences en agence locale, mais qui restent ce qu'elles sont, c'est-à-dire quelques années à Morlaix, petite ville moyenne, puis 3-4 ans à Saint-Brieuc, préfecture un peu plus importante en zone de conquête, donc confronté à la puissance du concurrent. Ça me construit, je dirais, dans ma perception de la place du journal dans son environnement, des enjeux, de son potentiel aussi. Et le temps que je vais passer donc à essayer de créer du lien avec les agences, entre les agences et le siège, donc de trouver aussi le bon ton pour que les intentions du siège soient bien perçues par les agences locales, que les attentes des agences locales soient bien comprises par le siège et qu'il y ait des résultats concrets. C'est un peu la bouteille à l'encre dans les rédactions, on demande de la reconnaissance, de la considération, des moyens bien sûr. Bon. Moi j'étais un peu la courroie de transmission de tout ça. Et je l'abordais avec mon regard d'homme de terrain. Je savais quel était le quotidien des agences. Et je l'abordais avec la mission que m'avait confiée Édouard, qui était de gérer tout ça, je dirais, en bon ordre, de façon aussi responsable sur le plan économique, de manière à ce qu'on donne les moyens là où il y en avait besoin, de ne pas laisser des situations pourrir ou s'envenimer. Voilà, et d'être dans une logique vraiment dynamique, d'animation et quelque part de préparer la rénovation de l'info locale. D'accord. Que l'info locale soit en situation aussi de s'émanciper de l'image un peu qu'on lui a collée longtemps, d'une information un peu plan-plan, un peu ringarde, qui est un peu l'image générale de la presse régionale. En fait, il y avait une forme de plan stratégique que Édouard pose à long terme. Il en pose les bases. Il en pose les bases voilà. et c'est un peu une sorte de... vous allez sur le terrain faire le job, en fait la partie opération, comprendre en fait les forces en présence, comprendre en fait l'écosystème, pour ensuite petit à petit dérouler le plan stratégique. Voilà. Et dans le même temps, et c'est aussi un signe très fort de la qualité de dirigeant d'Édouard, c'est qu'Édouard lui-même allait beaucoup sur le terrain. On assiste, il avait structuré tout un rythme de réunion dans les agences décentralisées, ce qui était déjà assez nouveau dans l'univers du journal, pour se rendre compte avec son propre regard et entendre de ses propres oreilles ce qui remontait du terrain. Et moi, je gérais après la dimension quotidienne et opérationnelle des choses. Le contact avec les agences m'a appris ça et m'a, je pense, donné énormément de bases et de biscuits pour les étapes suivantes. Et la relation avec les réseaux de correspondants locaux, elle m'a appris là aussi à comprendre le fonctionnement de ce public, ses contraintes, ses attentes, et à préparer une étape importante qui est venue plus tard, qui consistait à rationaliser, je dirais, un peu le fonctionnement des correspondants locaux, pour sortir du côté un peu à l'ancienne, où en fait rien n'était formalisé, où le correspondant local était devenu parfois un peu le personnage de sa commune, et il avait un peu une forme de carte blanche qui coïncidait pas toujours avec la ligne ou les intérêts du journal, et ça, c'était pas acceptable. Il fallait donc sortir de cette dimension un tout petit peu féodale pour entrer dans une ère un peu plus moderne, où tout en respectant leur statut et en ne cassant pas la dynamique humaine des gens de terrain, on les amenait quand même à discipliner un peu leur travail. Je te propose qu'on en parle tout de suite parce que tu as quand même déjà un peu posé les bases.
je disais en introduction que tu as été journaliste, mais pas que. Typiquement, dans ce moment-là, quelques années après, en fait, tu es amené à opérer ce changement-là, en tout cas cette évolution de l'organisation. Ouais. Forcément, il y a une notion de dialogue social quand on est sur ces questions-là. Ouais. Et donc, c'est toi qui est à ce moment-là responsable de porter ça. Concrètement, comment ça se passe? Alors, je vais essayer d'être bref. Il faut se figurer la manière dont fonctionnaient les quotidiens à l'époque. On est vraiment dans un mode de fonctionnement qui n'avait quasiment pas ou très peu évolué par rapport à l'après-guerre. C'est-à-dire qu'une majorité de journalistes écrivent leurs papiers, sinon à la main, du moins sur machine à écrire. Les photos, il faut les transporter physiquement, les films, les pellicules, des photos qui ont été prises par les journalistes, il faut les ramener au siège pour qu'elles y soient développées dans des laboratoires et qu'ensuite on sélectionne la bonne image. Toute la partie fabrication du journal, c'est-à-dire la relecture des articles, leur mise en forme, les titres et la mise en page des pages locales, tout est centralisé à Morlaix. Et donc une édition qui va être alimentée par la production de journalistes qui sont à Saint-Brieuc, par exemple, elle va être construite ensuite par des journalistes qui sont des secrétaires d'édition, donc qui font un travail de journaliste de bureau, à Morlaix, qui ne sont pas du tout immergés dans la réalité des producteurs de l'info, ni de ceux qui vont la lire. Très clair. Et là, du coup, tu parles vraiment de l'époque d'avant cette transformation. On est bien d'accord. 98. Voilà. C'est ça. Donc, on est dans un fonctionnement qui, techniquement, est encore très archaïque. Il y a les débuts de l'informatisation, mais l'informatisation reste au niveau de la fabrication, c'est-à-dire de ce qu'on appelait l'atelier à l'époque, c'est-à-dire de la partie technique du journal. Voilà. Qui a l'air passionnant, désolé, je te coupe, qui est passionnant, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, parce que c'est pas le... Mais pour ceux qui sont curieux, franchement, c'est incroyable de voir l'évolution de ce secteur d'activité par la production. Moi, j'ai pris une claque, donc voilà. Mais je referme le chapitre et on revient sur... Voilà, pour le faire simple et schématique, la fabrication d'un journal, c'est encore l'époque Gutenberg, de l'imprimerie, avec tout un processus industriel extrêmement lourd. La rédaction doit adapter son rythme de travail et ses contraintes de travail aux contraintes industrielles, et non pas l'inverse. Édouard, donc, qui est aux commandes, désormais, son père est toujours présent comme président de la société, mais c'est Édouard qui est directeur général, voit bien qu'il faut faire évoluer cette mécanique et qu'il faut se moderniser. Et donc, il a cette vision que pour qu'un système éditorial soit efficient et porte ses fruits, il ne faut pas qu'il soit conçu par un technicien ou par un homme de l'époque d'avant. Il faut qu'il soit réfléchi et construit par quelqu'un qui représente ses utilisateurs. Et pourquoi ce serait trop long à développer, et moi-même je l'ignore, mais enfin toujours est-il qu'il considère que je suis peut-être la bonne personne pour ça, il me confie la conduite de ce projet-là, qui va consister à écrire le cahier des charges d'un système informatique global qui permet à la rédaction de maîtriser presque intégralement la fabrication du journal. Depuis l'intégration... Changement de paradigme total. Voilà. Avant, il y avait la rédaction, et il y avait un autre monde à côté, qu'on appelle l'atelier, qui va donc de la saisie des articles jusqu'à l'impression. Cet atelier-là est issu, je dirais, d'une culture ouvrière très ancienne, avec des savoir-faire très exclusifs, et il y a une ligne de démarcation très claire et très étanche entre les deux mondes. Je dirais que même par convention syndicale, les journalistes n'ont aucun droit d'interférer avec le travail de l'atelier, et l'atelier ne veut pas intervenir sur le travail éditorial, à chacun ses responsabilités. Et en plus, à l'atelier, il y a une très forte mainmise du syndicat du livre, CGT du livre, qui est un syndicat puissant et qui entend bien préserver ses prérogatives et son champ d'action. Mettre en place un système éditorial intégré qui permet aux journalistes de prendre la main sur la fabrication de l'entreprise, ça revient à casser cet ordonnancement historique et cette organisation des territoires. Donc ça veut dire empiéter sur les prérogatives d'une autre corporation, remettre en question ses privilèges, ses habitudes, ses modes de fonctionnement, sa hiérarchie. Donc ça a des implications qui vont bien au-delà d'un système informatique. Voilà, je dirais que le cahier des charges du système en soi, ça a presque été la partie la plus simple. C'était quand même un très gros chantier. Parce que le journaliste, auparavant, c'était aussi un peu un électron libre qui allait sur le terrain, il prenait 2-3 photos, plus ou moins nettes, c'était pas trop son souci,
il écrivait un papier, plus ou moins proprement, et puis après, c'était plus sa partie. C'est-à-dire que c'était un secrétaire d'édition qui allait corriger ses fautes d'orthographe, détordre peut-être les petites incohérences qu'il y avait dans son article, et qui allait sélectionner la meilleure photo possible, qui allait le mettre le mieux possible en page. Et je dirais que les journalistes de terrain, les journalistes qui se considéraient comme faisant partie de la partie noble de la corporation, ceux qui étaient au contact et du lecteur et de l'information, se dédouanaient un petit peu du résultat final. Et souvent, ils s'autorisaient même le luxe de râler le lendemain en engueulant le secrétaire d'édition en disant « Mais ta mise en page, c'est n'importe quoi, la photo est trop petite, elle est trop grande, c'est pas la bonne, le titre est mauvais, c'est pas du tout ce que je voulais dire, tu as inversé 2 paragraphes ou tu as pas mis de bons intertitres. » Voilà. Oui, et à ce moment-là, toi, tu voyais bien, enfin, pas que toi, mais vous voyez bien qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait, qui mettait à risque même, finalement, l'avenir de ce que vous faisiez. On était quelques-uns à sentir que là, il fallait faire évoluer cette organisation-là. Ça, c'est venu dans un deuxième temps. Et donc, ce fameux système éditorial, qui s'appelait Hermès, c'était le nom du système informatique, on a mis une grosse année et demie à le mettre sur pied, parce qu'on partait peut-être pas d'une feuille blanche, mais en tout cas, on réécrivait complètement les cahiers des charges. Et puis, il y a eu tout un volet de discussion sociale, effectivement, qui a accompagné inévitablement sa mise en place, puisque le journaliste allait devenir responsable d'un produit presque fini, il y avait presque plus d'étapes entre le BAT, qui était signé par un journaliste, Le bon à tirer le bon à tirer, et la rotative. Et comme on ne voulait pas créer de conflits qui auraient été dommageables dans l'entreprise, on est parti d'emblée, bien sûr en accord avec la direction, sur l'idée qu'on ne laisserait personne au bord du chemin, qu'il n'y aurait évidemment pas de perte d'emploi, qu'il n'y aurait pas de licenciement, voilà, et que donc il y avait tout un ensemble de métiers qu'il allait falloir faire évoluer, voire muter profondément. On allait notamment intégrer d'anciens techniciens au sein des rédactions pour qu'ils soulagent les journalistes des tâches les plus techniques, mais c'était quand même les journalistes qui prenaient la main. Les journalistes se félicitaient d'avoir cette espèce de liberté, enfin, de décider de changer la une à 22h45, de décider de rajouter ou d'enlever des pages, enfin c'est surtout d'en rajouter dans le cours de la soirée, parce que tout d'un coup, il y avait un événement qui méritait que, au lieu de faire une page, on allait en faire 4. Ça, c'est une liberté qui n'existait pas avant. Avant, je me souviens des réunions, des conférences de rédaction qui s'appelaient conférences de pagination, qui était une sorte de grand-messe quotidienne qui avait lieu à 18h30, sous la présidence de Jean-Pierre Coudurier, et surtout de Jean-Pierre, parce que Édouard a changé ce système-là après. Mais quand Jean-Pierre Coudurier était aux commandes, il y avait le patron, il y avait 1 ou 2 ou 3 secrétaires généraux de la rédaction, les chefs des grands services, des sports, etc., et le chef d'atelier, le patron de la technique. Et in fine, c'est le chef d'atelier qui disait, pour le surlendemain, il annonçait que pour les informations internationales, il y aurait tant de pages, que pour les sports, il y aurait tant de pages, etc., etc. Et généralement, ça se terminait par des hurlements, des claquements de porte, parce que personne n'était satisfait de l'arbitrage. Et cet arbitrage, il n'était pas commandé par la rédaction, il était commandé par la capacité qu'avait l'atelier à composer X pages ou X plus 2, plus 4, selon les événements. Donc il arrivait parfois que, je caricature, mais en plein Jeux Olympiques ou en pleine Coupe du Monde de football, on se rendait compte qu'au lieu d'avoir 6 pages en page sport, on n'en aurait que 4. Et là, le chef des sports hurlait que c'était un assassinat, que c'était un pur scandale, et que le lendemain, le télégramme serait ridicule par rapport à son concurrent. Surtout France 98, faut pas rigoler, quoi. Voilà. Bon, là, je force les traits. Mais c'était fréquent que ça donne lieu à des éclats de voix parce que tout le monde était frustré. Très clair. Parce qu'en fait, c'était les accords syndicaux et les capacités de l'atelier à produire qui diligentaient toute la chaîne de l'information en amont. Il y avait quelque part une anomalie. La mise en place d'Hermès inversait. C'était une prise de pouvoir de la rédaction. Donc il a fallu discuter. S'en est suivi une longue succession de réunions avec les représentants syndicaux et des journalistes et de la technique, où il a fallu bâtir les termes d'un accord, rassurer tout le monde et montrer que ce système-là allait respecter l'histoire de chacun et les prérogatives, en tout cas certaines prérogatives de chacun. Pour essayer de reconnecter cet épisode-là avec les correspondants locaux, quand on a préparé cet entretien, tu m'as expliqué aussi qu'il y avait une réorganisation géographique où finalement
grâce à ces technologies-là, on se retrouve à faire l'information là où elle se produit. Est-ce que c'est un lien ou est-ce que Alors, c'est je un me peu suis un un peu lien. perdu? Oh non, alors ça a été un de mes chantiers sur lesquels, j'avoue, je me suis personnellement pas mal engagé, c'est la décentralisation de la rédaction. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans la rédaction, finalement, il y avait 2 étages à la rédaction, ou 2 corporations en une, si on peut dire. Il y avait les journalistes de terrain, qui considéraient détenir un petit peu la noblesse du métier. Et il y avait les journalistes dits d'édition, les secrétaires d'édition, comme on disait à l'époque. Bon, déjà, le mot secrétaire était vécu comme un tout petit peu péjoratif, qui consistait à la mise en forme de l'information, et qui étaient des journalistes de bureau, des gens qui n'allaient jamais sur le terrain. Et je trouvais que c'était malsain qu'au sein du monde des journalistes, il y ait ces 2 catégories qui ne se considéraient pas réellement l'une et l'autre pour ce qu'elles valaient. Je pense que ça nuisait à la qualité finale du produit et que c'était surtout complètement, de plus en plus en décalage avec l'époque. Et la mise en place du système informatique dont je parlais avait cet avantage énorme, c'est qu'il abolissait les distances, puisque tout passait par des réseaux à haut débit, et que donc, il n'était plus question de trimballer des films photos et de les développer. Les photos devenaient toutes numériques. Les textes pouvaient être modifiés en temps réel à 200 ou 300 ou 1000 kilomètres de là où se trouvait la fabrication du journal. Et donc, avoir un contingent de 40 ou 50 secrétaires d'édition à Morlaix pour des éditions qui commençaient à devenir nombreuses, puisqu'à l'époque, on devait avoir 17 ou 18 éditions locales, des éditions qui, elles, dont le contenu était collecté et dont la lecture allait être faite à 200 kilomètres de là, moi, ça me paraissait être une hérésie. Et j'ai donc réfléchi à un dispositif que j'ai essayé de présenter, de vendre à la direction, qui consistait à décentraliser la rédaction en 6 entités extérieures où le journal serait mis en page sur place par des éditeurs qui vivraient sur place et qui vivraient donc la réalité du territoire où le journal est lu, qui iraient au restaurant, qui iraient au cinéma sur place, donc qui iraient dans les fêtes locales, dont les enfants iraient dans les écoles du coin, ce qui n'était pas du tout le cas. J'étais persuadé que ça insufflerait un nouveau dynamisme à la totalité de nos éditions. Et bon, j'ai eu gain de cause. Il y avait des résistances. Ça a été compliqué à mettre sur place parce qu'il a fallu déplacer des gens et tout. Mais ce sont 2 chantiers qui se sont succédés, mais dont le second n'aurait pas pu être mis en œuvre sans que le premier ait été mis en place. Voilà. Ok, donc c'était un prérequis. Et ensuite, en fait, ce deuxième chantier, tu as pu le faire aussi parce que tu avais en partie la connaissance de ces personnes. Enfin, ça m'a facilité la tâche. C'est ça. J'avais un relationnel, je dirais, de plein pied avec les professionnels, avec mes confrères et consoeurs qui étaient sur le terrain. Et quand je leur disais, voilà ce que l'on prévoit, voilà ce qui nous semble être pertinent, et voilà la méthode que l'on envisage de mettre en œuvre pour y arriver, il y avait des questions, il y avait parfois des doutes, mais je bénéficiais d'un préjugé favorable, si je puis dire, d'un a priori de confiance qui a considérablement déminé le terrain. Parce qu'on demandait parfois des choses qui ne coulaient pas de source. Demander à un secrétaire d'édition qui avait débuté sa carrière à Morlaix, qui parfois y avait sa maison, et lui dire, écoute, on aimerait bien te proposer une mutation à Saint-Brieuc ou à Vannes ou à Lannion. Convaincre un journaliste de terrain que il va pouvoir modifier son article presque directement, en temps réel, dans la base de données, à 22h, si un événement survient, ou un fait divers tardif. À juste titre, les confrères syndiqués au SNJ ont levé le doigt en disant qu'est-ce qui nous garantit que la chaîne de validation de l'info, de vérification, va toujours être valable? Est-ce que finalement, vous n'allez pas à un moment nous dire vu l'heure qu'il est, on va publier le papier tel quel? Oui, en fait, pas passer par les barrières de qualité traditionnelles. Comment vous nous garantissez que la qualité ne va pas se dégrader mécaniquement? Que le journaliste de terrain ne va pas devenir responsable de quelque chose qui auparavant échappait à sa responsabilité parce qu'il savait qu'il y avait des garde-fous. Donc tous ces points-là, il a fallu les traiter, les écouter. Et je pense que, évidemment, moi, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais sous-estimer ou balayer d'un revers de main ce genre de remarques en disant « mais on verra
le moment venu, ou bien là, tu soulèves des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. J'ai essayé de faire l'effort de me mettre, de revenir finalement à ce que j'étais auparavant, et me dire, effectivement, je me mets dans sa peau, il est 22h, je suis en agence, je suis confronté à tel type de situation, comment je peux passer une nuit à peu près sereine, ne pas trembler en attendant le journal du lendemain en me disant qu'est-ce que ça va donner, pourvu que je ne me sois pas planté. Voilà, c'est là où c'est très puissant de venir du terrain. Très nettement. Pour moi, c'est irremplaçable. Ouais. Voilà, et je pense que ça m'a aidé, ça n'a pas été la clé de tout, mais ça m'a beaucoup aidé, je pense, à éviter et à déminer un certain nombre d'obstacles sur ces chemins de modernisation qui sont toujours en place finalement et qui fonctionnent pas si mal. Pour peut-être juste prendre un peu de recul et de hauteur juste sur ce que tu viens de dire, il y a un élément aussi, je vais le reformuler pour voir si j'ai bien compris, c'est vraiment cette capacité aussi de... Tu sais en fait qu'il va y avoir en gros des problèmes au moment du déploiement, comme cette limite éventuellement sur la relecture. Et donc plutôt que de dire on y va, allez on fait tout sauter et puis on avance, en fait tu t'intègres ça dans ton changement, tu l'analyses et tu essayes déjà de rassurer enfin de créer déjà, soit éventuellement de résoudre le problème a priori, dans la conception finalement de cette transformation, soit éventuellement d'avoir juste un plan que tu partages en disant on a bien compris, on ne va pas pouvoir déployer tout de suite, mais on a un plan. C'est ça. Et donc ça, en fait, tu le fais alors que le plan de transfo que tu avais en tête, il était déjà bien ficelé. Il était relativement clair, mais c'est vrai qu'il a fallu échelonner. Donc, pour la mise en place du système éditorial, on aurait pu un peu le faire à la hussarde, comme ça s'est produit parfois chez des confrères, où un jour la direction technique dit demain vous allez recevoir de nouveaux ordinateurs, on vous donne le mode d'emploi, et puis à vous de jouer, quoi. Bon, on sait que ça a parfois provoqué des crashs assez monumentaux, et ça a hérissé le poil de tout le monde. Fort de ces leçons-là, on a bâti un plan qui, de mémoire, devait être de l'ordre de 2000 journées de formation sur un semestre complet pour que les gens aient la compétence le jour où vraiment il fallait que ça fonctionne. On les a accompagnés, on a formé une équipe de formateurs qui étaient ensuite des accompagnateurs, qui étaient issus de la rédaction, que l'on a remplacés pendant ce temps-là, pour pas créer de la tension dans les équipes, pour pas qu'on se dise c'est sympa, mais tu m'as sorti un gars pour en faire un formateur, mais pendant ce temps-là, moi je galère pour faire mon travail quotidien. Déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'était pas ça la stratégie, quoi. Voilà, mais c'est aussi parce qu'on avait une entreprise qui était solide, qui était saine, qui avait la capacité à absorber ça, et que j'ai pu toujours bénéficier de la confiance de la direction qui a accepté de faire ces efforts-là et de consacrer les moyens nécessaires. Donc je dirais qu'on a pu travailler dans un climat de sérénité et de solidité qui fait que toutes les mutations qu'on a pu vivre, et il y en a eu d'autres après, dont on parlera sur le numérique et tout ça, les équipes n'ont jamais eu le sentiment que c'était au détriment de la qualité du journal, que c'était au détriment finalement de leur qualité aussi de vie au travail, et qu'on leur faisait porter le poids des innovations que l'on mettait en œuvre. Ça a beaucoup contribué, je pense, à conserver, et c'est encore très vrai aujourd'hui, pour autant que je le sache, un esprit de solidarité et une cohésion dans les équipes qui fait qu'à chaque fois qu'il a fallu donner un coup de collier, en se disant les temps sont durs, mais on va y aller, et on va prouver qu'on est capable de le faire, ça a marché. Et ça a marché même dans des proportions parfois très spectaculaires. Bravo! Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Olivier Clèche. La suite, disponible dès vendredi, sera un nouveau condensé d'apprentissage et de prise de recul sur une carrière de journaliste. Nous y parlerons notamment de la concurrence historique entre le Télégramme et Ouest France, de la responsabilité de co-rédacteur en chef et son rapport au risque, ou encore la diversification du groupe, le Télégramme, notamment avec la création de la chaîne de télévision TBO. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées, c'est de le partager à une ou plusieurs personnes de votre entourage à qui il pourrait être utile. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée. Et enfin, si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À vendredi!